Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Si on parlait patrimoine et toujours en compagnie de Guy Toupin. Bonjour Guy. Bonjour Denis. Alors, on va continuer à parler de ces moments traditionnels de la vie des Québécois au fil des ans. Et aujourd'hui, on va parler des moissons, qui étaient importantes parce qu'il fallait manger, mais qui étaient aussi avec des... remplis de petits cérémoniaux, des cérémoniales. Il y avait des choses particulières qui se faisaient. On va en parler. Soyez-en sûrs. Tout d'abord, pour faire des moissons, il faut cultiver des céréales, des graminées. Qu'est-ce qu'on cultivait dans le bon vieux temps? Dans le bon vieux temps, tu as toujours de l'avoine puis du blé. De temps en temps, certains avaient de l'orge. C'est vraiment les trois principaux. Tout le régime français, on plante de l'avoine et du blé. On va se diversifier un peu sous le régime anglais. Jusqu'en 1860, là, on a vraiment au Québec des fermes qui se spécialisent là-dedans. Après, on va laisser faire un peu parce que c'est l'Ouest canadien qui va prendre le dessus. Avec les grands champs, on va inonder le marché. Sauf que nos bons Québécois, c'est toujours de l'autarcie. On va continuer à faire son blé puis son avoine pour ses animaux. Alors, le blé, c'est pour faire le pain, bien sûr, on en a besoin à l'année longue. L'avoine, c'est pour nourrir les animaux. Si tu veux avoir des chevaux en forme puis de bonnes vaches, t'as pas. Et l'orge, on s'en sert aussi dans l'alimentation. Dans l'alimentation, les soupes. Est-ce que ces trois plantes-là arrivent à maturité en même temps? Presque en même temps. C'est parce que il faut faire table rase de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est pas pareil. Parce que les moissons, c'est vraiment les graminées. Et on fait une récolte par année. Et il y a effectivement tout un rituel qui s'impose parce qu'on ne fait pas ça de n'importe quelle façon. En 1850, on fait tout ça à la serpe. Ça veut dire que tu prends ta gerbe. Comme ça, puis tu coupes. Puis là, tu le mets de côté. On va se spécialiser avec certains types d'accessoires comme la faux. Mais c'est une faux particulière, on appelle ça une faux à doigts ou javelier, parce qu'on fait des javelles avec. Oh, que c'est joli, ça, une javelle. Puis ta faux, tu dois avoir 4 ou 5 doigts. Fait qu'automatiquement, quand tu fauches, le blé se couche sur les doigts, tu l'envoies de côté, il y a quelqu'un en arrière qui les prend. Avec des genres rouges que tu as sur le bord des champs, on vient attacher la gerbe. Fait que tu vois, c'est tout un procédé. Fait qu'imagine un champ de 500-600 pieds carrés, là, qu'il faut que tu fasses à la main. C'est un événement. Donc, ça te prend presque toute la famille. T'as pas le choix, là, puis les gerbes doivent être mis debout pour bien sécher, etc. Ensuite, on les ramasse puis on les amène à la ferme. Est-ce que ça se faisait avant les foins ou après les foins? Bon, les foins, aujourd'hui, on fait 3, 4 oui, c'est ça, là. Est-ce que c'était comme ça dans le temps? Non. Une fois, ça ramasse. Il faut penser qu'on fait tout à la faux. Hein? Même jusqu'à dans les années 30, là, on fait encore à la faux. C'est loin que ça? Ah oui. On va commencer à avoir un peu plus d'instruments oratoires dans les années 30, 35, 40, parce que ça commence à être accessible. Là. Mais encore là, il y a bien des petits coins que tu fais pas avec la faux, avec ta faux ordinaire, fait que t'as pas le choix. Il faut que tu aies toujours la bonne vieille faux pour faire les barres de clôture, les barres de tas de roche, si on parlait de tas de roche. Et c'est une coupe par année.
Quand ta coupe est faite, là, tu envoies tes animaux pour manger la repousse. Ah! Fait que ton foin, aujourd'hui, tout le monde te dirait qu'il n'y avait pas de protéines et de vitamines là-dedans, là, parce que c'est un foin plutôt sec. C'est vraiment fait plus pour nourrir minimalement un animal. De là, l'importance de l'avoine. Et ça, les foins, ça arrivait fin juillet, début août? Ah, c'est mi-août, régulièrement, oui. OK. Parce qu'il faut séparer les choses, là. On commence par faire les foins. Donc, les foins, on n'a pas le choix, là. C'est la Dame Nature qui est... Oui, il faut faire ça quand il fait beau. Oui, quand il fait beau, parce que il faut que le foin soit sec. Il est beau quelques jours, hein? Oui. Fait qu'on fait des mulons. Tout est fait au râteau. Au grand râteau, c'est des râteaux qui ont 5 ou 6 pieds en bois, et on met ça. Il y en a un qui est prend avec une fourche, puis là, on va faire un mulon. On fait un paquet. Un paquet. Après ça, là, tu as la charrette à foin, la fameuse charrette à foin. On tire ça en l'air? On tire ça en l'air parce que le foin est lousse. On appelle ça du foin lousse. Et tout est fait de même. On amène ça dans la grange, dans le haut de la grange, puis on les tire dans des fannies de chaque côté, puis on va taper le foin. Fait que tu vois, normalement, ça exige au moins 8 à 10 personnes. Les jeunes vont sauter d'un fanny pour taper le foin. Là, ils s'amusent en même temps, mais tout doit être fait. J'ai une question qui me passe par la tête. Faire de la faux pendant une journée une dizaine d'heures, des bonnes journées, eux autres, dans ce temps-là. Il y a sûrement un mal de dos qui arrivait le soir avec ça. Ou s'il fallait, il y a une façon de faucher. Il y a une façon de faucher. J'ai déjà essayé, parce qu'il y avait un vieux monsieur, il se bretonne, qui, on le regardait faire, puis ça avait l'air tellement facile. C'est ça, hein? Il y allait, puis il y avait toujours son petit rythme. Puis, ça coupait à chaque fois. Puis ça coupait à chaque fois, puis son foin était parfait. À un moment donné, j'avais demandé la permission d'essayer ça. Oh mon Dieu, la catastrophe. C'est ça. Ah, ça coupe pas? Ça coupe pas, c'est parce que nous autres, on n'a pas le... Pas tout. C'est là qu'on peut comprendre la gestuelle du travail. T'sais, en prenant un outil comme ça, là, tu dis, oh, c'est très précis comme gestuelle. Puis le monsieur avait à la ceinture un petit coffre en bois avec un morceau de pierre. Il fallait cracher dessus avant un petit peu? Oui, effectivement. Et aux 10 pieds ou 15 pieds, s'il avait touché à terre, il arrêtait. Parce que là, ta faux coupe plus. T'as pogné une roche ou autre. Fait que là, puis le gestuel... Comme le barbier, là, ça a l'air tellement facile. Ça avait l'air, effectivement, tellement facile. Puis là, il repartait. Il faisait ça du soir au matin. Alors, ça devait être quand même éreintant, disons-le, là. Oui, mais... sauf que c'est un rythme de travail. Tu sais, nous, aujourd'hui, on est habitués de travailler rapidement. Ça se fait pas rapidement. C'est un autre univers. La gestuelle ancienne, là, faut toujours que tu penses à un rythme de travail, il faut que tu lèves la journée. Alors, c'est ça, quand on parle du bon vieux temps, on pense comme aujourd'hui. Oui. Mais on n'est pas tout à fait correct. Il faut se remettre dans ce temps-là où le temps avait une autre dimension puis une autre vitesse. Hein, une autre vitesse. Mais c'est ça, c'est pour ça que nous, on trouve ça, c'était difficile, c'était dur. Oui, sauf que si tu y vas à un rythme, puis tu connais ton outil, puis tu connais ton geste, ça se fait tranquillement. Puis, tu sais, moi, je disais, nous autres, on avait des T-shirts dans le temps. Le monsieur avait sa camisole encore en laine, puis sa grosse chemise. Il était dans le champ, puis là, tu disais, mon Dieu, il va mourir. Nous autres, on avait chaud, mais c'est un autre univers. Eux autres portaient de la laine pour, justement, pour absorber la sueur. OK. Puis ça protège la chaleur, semble-t-il. Il faut l'essayer pour l'adopter, mais je ne suis pas sûr de ça. Donc, on faisait les foins en premier. Et ensuite, on allait faire les céréales. Les céréales, parce que les céréales, on le voit dans le champ quand les épis commencent à mûrir. Fait que c'est plus facile. Puis là, on en prenait grand soin parce qu'il ne faut pas tirer, il faut vraiment couper pour pas que les grains tombent à terre.
Là, si t'en perds, c'est pas... Fait que, véritablement, là, on y va tranquillement. Puis il y a beaucoup d'illustrations au 19e, même au début 20e, où on voit les gens dans le champ. Puis tu vois, c'est presque toute la famille. Tu as souvent 4, 5, 6 personnes dans le champ. Les femmes le font, tout le monde fait partie du... Et là, on amène ça dans la grange? On amène ça dans le haut de la grange. Mais c'est pas fini, là. Il n'est pas prêt à servir, là. Ça. Non, il n'est pas prêt à servir. Fait que là, on va le laisser quelques jours en gerbe. Puis après ça, là, on va étendre les gerbes sur le plateau en haut du haut de grange. Puis là, on va prendre un fléau. Puis là, on va battre. Mais ça, pas juste un fléau. Là, on se met... C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une corvée qui se fait. Les voisins viennent aider pour ça. Pas pour la récolte, mais pour battre le... Fait que, en rond, tu as 5, 6, 7 frappeurs. Puis souvent, ça prend... Pour 2-3 gerbes bien étendues, là, ça prend facilement 15-20 minutes. Fait que les gens frappent à un rythme. Ils ont un rythme. 1, 2, 3, 4, 5, puis là, on recommence. Okay. Tout le temps. Puis après ça, on ramasse la paille, parce que la paille, on fait toutes sortes de choses avec la paille. Autant pour les animaux, mais ça sert aussi pour les chapeaux. Ça sert aussi pour des paniers. Ça sert... Les grains, on les a récoltés comment, là? C'est sur une couverture, on fait ça? Non, c'est... des couvertures. Comment? Ça arrive où, là? Puis des balais, ils n'en ont pas. Fait que c'est pas compliqué. C'est un râteau en bois. Okay. On ramasse les grains. On va tasser la paille avec un autre type de râteau, puis on va la mettre de côté. Et on va emplir au fur et à mesure, parce qu'il y a des pelles à grains qu'on appelle, c'est des pelles qui ressemblent un peu aux pelles pour enfourner le pain. C'est assez large. Assez large, puis mince. Ça fait presque un porte-poussière d'une certaine façon. Fait que tu ramasses tes grains, tu mets ça dans des poches, là, tu attaches tes poches, puis là encore, là, tu vas les entreposer au sec. Bien grave. Ça, cette période des moissons-là, ça dure un mois, 2 mois. On fait ça à partir de la mi-fin août jusqu'en... Ça dure à peu près 2 à 3 semaines. On va avoir aussi, dans les villages, une faneuse à grains, qu'on appelle. Là, c'est un outil qui exige un horsepower. Et le vrai terme, c'est une trépigneuse. Tu mets ton cheval dedans, puis qui fait actionner le mouvement, puis là, tu passes tes gerbes. Ça, à partir de 1885, on commence à en avoir dans nos campagnes. Le travail est beaucoup plus facile. Mais là, c'est souvent un des cultivateurs qui l'a, puis il se fait payer. Il y a 1/10 de la récolte avec laquelle il part. Parce que les gens, c'est rare qu'ils payent en argent. Moi, ce que j'aime des Québécois, on a un côté qui est très travaillant. On le voit là, des grosses journées pendant des semaines. Mais on a un côté festif. Quand on a une chance de fêter, on fête. Alors, je pense qu'il y avait aussi la fête des moissons. Quand tout était fini, on avait ramassé les dernières gerbes. On devait fêter ça quelque part. Hein? Oh, oui, tu as bien compris. Le travail ardu exige aussi une fête à la mesure. Donc, tu as la fête des moissons et tu as la fête des récoltes. C'est à peu près 3 semaines de différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que les récoltes, c'est plus le jardin, c'est plus les pommiers. Oui. Bon. Mais la fête de la gerbe, c'est peut-être une des fêtes les plus connues au Québec. Tout le monde la faisait. C'est comme la fameuse Saint-Jean-Baptiste. Là. Oui. C'est pas né au Québec, là. Ça vient d'Europe. C'est un temps immémorial. Même les Grecs et les Romains le faisaient. C'est le solstice d'été, etc. Mais la fête de la gerbe vient aussi d'Europe. C'est vraiment la façon de dire à tes voisins, venez, on va faire une bonne fête. Il y avait de la danse, de la bouffe en masse, comme d'habitude. Et encore là, c'est un échange social. Hein? On parlait toujours, tu as des voisins, tu as des jeunes femmes, tu as des jeunes hommes, ils se connaissent là. Ça fait partie de la vie... sociale du temps. Là. Ça fait partie de la vie de la communauté.
Mais la fête de la gerbe, c'est vraiment la Ça plus consistait célébrée. en quoi, ça? C'est juste de la danse, un bon repas, puis On dressait une table dehors. on Tu sais, était- C'est pas d'aujourd'hui qu'on a inventé la table de pique-nique, là. On dresse une table dehors, puis quand on dit dresser, là, c'est vraiment ça. C'est 2 tréteaux, 3 planches dessus. Puis là, on garnit le tout de pain, de fromage, de tête fromagée, de croton. Puis c'est la fête. À travers ça, ben, tu as une petite cruche de boisson souvent qui aide aussi à délier les langues et les jambes. Mais c'est de façon fréquente. On le fait à peu près partout dans le rang. Et est-ce qu'on avait aussi... la religion était tellement présente dans la vie. Est-ce qu'il y avait... On faisait pas ça un des dimanche. On faisait pas... non, pas de moisson le dimanche? Non, en plus de ne pas faire de boisson, les moissons le dimanche, on ne fait pas de la fête des moissons le dimanche, justement pour ne pas contrarier le Seigneur. Alors, ça, c'était le premier principe. Mais il y a sûrement des prières y avait-tu des messes spéciales pour les moissons? Est-ce que c'était important? C'était important, cette partie-là de La récolte, c'est une autre affaire. T'as la bénédiction des grains au printemps pour avoir une moisson en bon ordre. Mais tu n'as pas vraiment de fête religieuse qui attaché aux moissons. aux fêtes. C'est plus profane. Là. C'est vraiment... On n'invitait pas le curé, possiblement. T'es mieux de pas avoir le curé si tu veux danser, puis tu as envoyé quelques chansons, des fois un petit peu grivoises. Mais il y a des très belles images. Des peintres ont vraiment aussi... Il y a beaucoup de peintres qui ont illustré. On voit là, c'est l'Angélus, d'ailleurs, je pense que c'en est un, dans un champ avec la famille. Et c'était vraiment... est-ce que pour eux autres, c'était une période attendue de l'année? Est-ce qu'il y avait un petit quelque chose pas le festival du foin, exemple, là, je pourrais nommer. Dans le fond, c'est la fin des gros travaux de la ferme. C'est vrai, avant l'hiver. Avant l'hiver. Fait que pour eux autres, c'est vraiment marqué un intérêt, puis tu vois, la fête est souvent en septembre. Fait que là, pour la prochaine fête, là, tu vas être obligé d'attendre Noël. C'est vrai. Fait que là, tu as un temps mort, mais c'est vraiment là où ça marque un temps d'arrêt pour les cultivateurs. Mais une fois que le foin est rentré, une fois que les poches de grains ont été placées, ça on touche pas à ça. Il y a pas le foin, il n'y a pas d'autre travail de manipulation à faire. Non, le foin, non, mais le blé, on va l'amener à un moulin ou on va le faire parce qu'il y a des moulins portatifs, qu'on appelle, avec des pierres qui vont en moudre, mais il y a beaucoup plus de pertes que si tu vas vraiment dans un moulin à farine. Mais chaque région, chaque presque municipalité avait son moulin à farine? La plupart, oui. Qui n'était pas un moulin assis, puis qui était... C'était pas... Des fois, ça peut être un moulin assis, mais qui était complété par un moulin à farine. On servait du même pouvoir. On se servait du même pouvoir d'eau, mais on avait installé des grandes pierres. La plupart de ces pierres-là venaient d'Angleterre. Parce que ça prend un granit spécial pour pas qu'il y ait de mâche pierre dedans. Puis c'est les pierres en granit d'Irlande, d'Écosse, c'est les meilleures. Fait qu'on les faisait venir et on avait ça à peu près partout. Mais ça devait, je sais pas, ça devait être un peu spécial. Vraiment, je remarque que dans une année, à cette époque-là, c'était marqué vraiment de séquences très, très différentes. C'était pas ennuyant, il me semble, là. Mais c'était des... Peut-être le soir. Mais il y avait des séquences très marquées. Comme là, on a un mois et demi, 2 mois de récolte, de moisson, d'entreposage. Ensuite, c'est l'hiver, c'est d'autres choses. Mais il y avait toujours quelque chose de La différent. vie était rythmée par les saisons. Après les récoltes, là, tu as le bois à faire, souvent. Le bois de poêle, le bois de chauffage. Tu vas en profiter tant que les premières neiges ne sont pas tombées pour faire de la terre neuve, qu'on appelle. Faire de la terre neuve. Alors, on va parler un peu de terre neuve. C'est quoi ça? Bien, chaque cultivateur avait une terre. Oui. Puis souvent, le gouvernement, il donnait un lot, un deuxième lot, qu'on appelait un lot à bois. Et il fallait que, par contre, qu'il défriche 200 pieds sur son fronton par année. Ça veut dire abattre, sortir le bois, sortir les branches, puis faire l'essouchage. Arracher les souches. Oui. Oh.
Mais là, ça prenait de l'autre outillage. Fait que tu avais un cabestan, tu avais des bœufs. Parce que là, c'est là que le bœuf est utile parce qu'il est très fort, le bœuf. Okay. Fait que après ça, on fait des brûlés. Le fameux brûlé, là, c'est au mois de novembre, après les premières neiges, c'est pas dangereux, fait qu'on faisait des brûlés. La branchaille, c'est toutes les branches? Toutes les branches, les souches, ils passaient, tout. Okay. Et au fil, ça prenait combien de temps pour avoir un lopin de terre qui était potable après ça? Là? Ah, écoute, ça prenait souvent 5, 6, 7 ans. Parce que tu avais l'obligation de faire au moins la moitié de la terre si tu voulais garder ton titre. C'est un autre univers, hein? Mais c'était des lots à boire. Ça fait que souvent, les gens commençaient à défricher et la pauvreté s'installait plus qu'autre chose. Quand tu as des terres de roche, c'est dur vraiment d'avoir une belle récolte puis de pouvoir t'en sortir. Fait que les gens quittaient, les autres achetaient les terres, puis ça recommençait. C'est une période qui, par la suite aussi, a resté un petit peu intéressante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'en suis convaincu, qui ont été faire les foins dans les années 40, 50. Ceux qui avaient la chance d'avoir des mononcles et des matantes qui avaient des fermes, aller faire les foins était une expérience là, assez exceptionnelle pour un jeune aussi. C'était une expérience, puis en plus, c'était encore là une façon d'aller aider ton voisin. Puis tu avais aussi, tu parlais toi des années 40, 50. Là, on a commencé des années 50 à avoir des bêleuses pour faire des bêles carrées. Ou rectangulaire. C'est une révolution, ça? C'est une révolution. Tu rentrais 4 fois plus de foin dans ta grange que du foin. C'était plus facile. Fait que là, tu as vraiment un autre univers qui arrive. Là. Fait qu'on va pouvoir cultiver beaucoup plus de foin. Puis c'est là qu'on va commencer à faire 2 récoltes. OK. Ça a plein de bon sens. Parce que là, on a de la place à l'entreposer, puis on s'est rendu compte que la deuxième coupe est encore meilleure que la première. Il y a différents ingrédients dedans. Fait qu'on va commencer à faire ça là. La plus ancienne presse à foin date dans Charlevoix de 1865. C'est presque un monstre. Ça a 12 pieds de haut. Ça prend un cabestan. C'est rectangulaire. C'est fait avec des pièces de 8 pouces carrés sur les côtés, avec une chaîne. Fait que ceux qui avaient, des fois, on dit que les granges sont différentes à certains endroits. Celui qui avait une petite grange avait intérêt justement à presser son foin. Fait que la presse, tu mets ton foin, tu mets un couvercle par-dessus, puis tu l'écrases avec un rouleau ou un cabestan, puis là, après ça, tu l'attaches. Fait que là, ça faisait les premières balles. Mais juste pour te donner une idée, là, ça devait prendre 1h30 pour faire une balle de foin. Fait que fallait être mal pris un petit peu, mais c'était une des premières tentatives qu'on a fait. Mais quand est arrivée la faucheuse, faire des baies, ça a été pas une révolution pour toi. Bon, écoute, ça prenait... C'est avec le tracteur, ça. C'est ça. Oui, puis les chevaux aussi. Oui, c'est vrai. Ça prenait presque 3 semaines à faire les foins sur un cultivateur. Mais quand arrive le tracteur de ferme, etc., là, tu fais ça presque en 2-3 jours. Le temps que le foin soit coupé et sec, on l'emballe, c'est-à-dire qu'on le met en balle, mais on vient de finir. Fait que c'est plus facile, puis là, c'est là que tu peux faire 2 coupes. À fin juin, début juillet, on faisait une coupe, puis on avait une autre... Nos jours, on est rendu en 2, 3, même 3. Ils sont rendus à 4 coupes. 4 coupes? Oui. Et c'est vraiment bien pensé parce que la première coupe, c'est un type de foin. La deuxième, c'est pas la même plante qui repousse. Puis la troisième, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment successif, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose pour eux autres. C'est sûrement la vache qui en profite avec ce foin qui se... Ah ben oui. Les suppléments alimentaires. Etc., parce que il y a une différence sûrement. Mais, tu sais, ajuster les grains pour que quand l'autre est fini, commence à pousser, etc. Souvent, ils finissent par le trèfle, ce qui est
Tandis qu'à l'époque, on prenait le foin qui poussait. On prenait le foin qui poussait, puis c'était plus pour faire ruminer les vaches qu'autre chose. Tu sais, parce que la fameuse vache a 7 estomacs, Oui. puis il faut qu'elle rumine C'était des petits cheptels, alors il n'y avait pas beaucoup. Non, c'est ça. On n'avait pas nécessairement des grands terres pour les nourrir non plus. Non. Tout se faisait en plus petit. Mais tout se À faisait- l'échelle. À l'échelle, je pense. Moi, j'appelle ça à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, puis à l'échelle de tes besoins. On n'appelle plus ça une ferme aujourd'hui, on appelle ça une entreprise. C'est vrai, effectivement. Hein, c'est plus la même chose. Quand tu as 150 vaches, ça prend... c'est une autre dynamique. En parlant de grains, en parlant de moissons, les premiers silos sont arrivés dans les quelles années? Bon, les silos sont arrivés dans les années 1900. C'est de bonheur que ça? Oui, mais les silos en bois, encore là, c'est un autre univers. Disons que les fermiers québécois, francophones, étaient moins portés sur la chose parce que c'était un gros investissement. Là, tu vas avoir beaucoup d'anglophones du côté de Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, qui vont le faire, mais il y a les fermes qui vont avec. Tu sais, à Drummond, puis à Saint-Hyacinthe, des tas de roches, il faut que tu les cherches. C'est ça. Les terres sont abondantes, etc. Fait que si tu veux vraiment te reposer ton grain, tu n'as pas le choix. Faut-tu vraiment tu le... Mais ça a commencé dans les années 1900. Ça, c'est... Le catalogue Eaton en vend une en 1901, 545 On peut trouver un silo dans le catalogue Eaton? Tu trouvais un silo dans le catalogue Eaton. Voyons donc. Oui, au complet, ça avait 72 pieds de haut, puis 22 pieds de diamètre. Alors, Ils te fournissaient tout, là, c'est à toi de l'assembler. Là. C'est OK. le Ikea du temps. c'est le Ikea agricole du temps. Là, c'est... On pouvait faire ça. J'espère qu'il y avait des bons plans. Ah, ben merci. C'est tout le temps qu'on avait parlé de cette époque assez phénoménale de l'année, qui était le temps des moissons, qui était aussi fort importante pour le restant de l'année. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, cette émission, ce retour dans le temps. On aura la même chose la semaine prochaine, mais avec un autre sujet. D'ici ce temps-là, parler patrimoine, surtout conservez-le bien. Là-dessus, bye-bye.